qu'on a beaucoup d'exemples, on n'est pas obligé d'avoir une bonne précision. Un exemple qu'on va utiliser pour l'entraînement, Hmm. je pense. Mhm. Et puis, autre chose, ça, peut-être que je t'ai déjà dit, Mhm. c'est qu'on peut utiliser des. C'est 3D, Pardon? c'est des images 3D. Oui, oui, 3D. oui. On peut effectivement utiliser des réseaux d'apprentissage Voilà. 3D. Oui, oui, oui. Ça, en fait, c'est notre prochain travail. Le Oui. 3D, ça peut aussi. Exact, exact, oui. Surtout qu'on a un scanner 3D. Alors, en fait, le scanner, il est 3D et il nous fournit des images 3D, c'est-à-dire en stack. D'accord. Slice, 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 slice. Vous prenez donc chaque slide. On prend chaque slice et on prend des patchs de cette slice-là. Donc, effectivement, on perd un petit peu la notion de profondeur. De profondeur. Donc là, en fait, c'est un travail qui pourra être comparé avec une approche qui prend l'aspect de la profondeur. Oui, c'est ça. Et on va voir est-ce qu'on augmente notre précision ou pas. Mais l'approche est très intéressante. Il y a aussi un autre approche qui peut aussi aider. C'est ce qu'on appelle le transfer learning, Oui, oui, qui ne fait pas ça, mais qui n'est pas tout à fait différente. C'est qu'on fait tout avec les souris. oui. Tout avec les souris, oui. Et j'ai un réseau de neurones donc Oui. qui va détecter même Oui, oui, les problèmes chez les souris, le gonflement chez la souris. Je oui, fais tout avec la souris. oui. Et après, je le prends et je fais du transfert. Il y a Oui, le oui, transfert transfert learning. Oui, 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 oui. transfert learning. C'est-à-dire j'enlève la dernière Couche, oui. couche Hmm. et je refais ça avec quelques exemples humains. Et peut-être que ça va se réajuster. C'est pas tout à fait, c'est différent. Oui, c'est différent de ça. Non, effectivement, Mais c'est un peu la même idée derrière. c'est une piste, oui. C'est une piste. C'est une piste. Et Et le transfer learning est très aujourd'hui. Il était très utilisé dans les images utilisé. naturelles. Oui, oui, bien sûr. Notamment en VGG et tout. Oui. Ouais. Et l'avantage ici, c'est que les souris, je ne sais pas si on peut provoquer aussi le. Si. On leur donne du sel dans l'eau. Et ça permet. Oui, et ça permet la manifestation des anévrismes. Ouais. Donc, je pense que ça peut être très intéressant si Effectivement. on fait tout pour les souris après. Ouais. Et On aussi, pour l'humain. oui, tout à l'heure, lorsque tu présentais la partie des auto-encodeurs, Les encodeurs, ils sont dedans. je me suis dit que cette partie Tu as montré. d'humanisation, Oui. on peut la faire avec les auto-encodeurs, effectivement. Derrière c'est ça. Tu mets un bruit Ouais. pour un peu le perturber et puis C'est ça. tu l'obliges à s'approcher C'est ça. de l'humain. Donc en fait, au lieu de la faire d'une manière classique comme on l'a fait, on peut faire la génération du bruit d'une manière deep. Avec C'est la ça. variation. C'est ça, ouais, c'est ça. Encodeur variationnel. C'est ça, ouais. Et il y a aussi, voilà, donc ce qui est aussi intéressant avec les autos, mais la médecine, je ne sais pas, la sensibilité. C'est que tu peux générer de faux. Ah, ça c'est compliqué, ouais. Ça ils vont pas mais vouloir. qui peuvent être réalistes. Ouais, C'est comme les photos. Oui, bien sûr. Donc tu auras beaucoup de. Oui, Après, et certainement, il y aura des techniques pour vérifier est-ce que c'est un peu d'augmentation aussi. Ouais. Donc, mais c'est intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Oui. Est-ce que tu peux augmenter un petit peu la voix? Cette application, les médecins peuvent détecter un problème. Alors, non, à partir de cette application, non. On n'est pas encore dans la détection de problèmes. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par extraire les artères du cerveau de l'image et ensuite on les fait passer par une étape de caractérisation et c'est là où ils peuvent détecter les problèmes. Donc à la fin, Après, oui. est-ce qu'on peut prévoir le risque De rupture. Alors ça n'a pas été encore fait, mais il y a des discussions dans la communauté sur ça. Il y a eu des travaux qui ont juste commencé à faire ça, mais le problème dans cette approche-là, il faut des images
que tu as cette année et après un an, on fait appel au patient et on prend une image de son cerveau et après deux ans, on prend et c'est là où on peut vérifier. Voilà, donc il faut plusieurs images. Mais théoriquement, si. Théoriquement, si. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'image de l'anévrisme à l'instant T et on va le caractériser. Et on va voir le même anévrisme à l'instant T plus une année et on va le caractériser. Ensuite. Et donc là, on va voir est-ce que l'évolution du grossissement, du volume, de la cross-section, de la sphère, est-ce que ça évolue d'une manière normale? Parce qu'on a quand même les proportions qui nous sont fournies par les médecins. Si ça évolue d'une manière normale, c'est bien. Mais si ça n'évolue pas d'une manière normale, c'est là où on doit allumer le bouton rouge. Ça veut dire que s'il grossit d'une manière qui n'est pas normale, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas normal et donc il faudrait opérer pour pouvoir l'extraire. Voilà. Là, je pense essayer sur des souris et faire ce que je dis avant. Bien sûr. Bien Puisque sûr. les souris, on peut suivre et puis on peut même provoquer. Bien sûr, oui. Oui. Alors je ne sais pas s'ils ont suivi dans le temps des souris, mais effectivement, c'est une piste pour déjà valider Je pense l'approche. qu'il se passe voilà, chez les souris, après on verra. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait généralement. Et même pour la partie de la caractérisation, on l'a validé sur les souris et après on l'a utilisé dans le cerveau d'être humain. Oui. Ouais, ouais. Donc je te passe la parole pour la suite. Harrer.